Et pour ça, on a constitué du coup deux duos qu'on a invités donc à témoigner pour ces deux régions, donc des duos festivals et collectifs régionaux de festivals éco-engagés. Donc Pierre Beau pour le festival 543 en Occitanie et Béatrice Magnier pour le collectif Élémentaire. Morgane Bauer pour le festival Constellation et Véronique Fermé pour le collectif COFIS, pardon. Et on vous donnera la parole dans quelques instants pour que vous puissiez vous présenter. Juste, on redonnera peut-être quelques brefs éléments de contexte, mais très brièvement, parce qu'on en a déjà assez abondamment parlé ce matin et hier. Donc sur le cadre en fait de l'accompagnement de la transition écologique des festivals, donc il a été posé dans un premier temps au niveau du ministère de la Culture par la charte pour le développement durable des festivals qui a été adoptée fin 2021 à la suite des États généraux des festivals. Et donc c'est un texte précurseur au niveau du ministère, même pour l'ensemble du secteur culturel, comme le rappelait Gwénoline Sharp en introduction, enfin dans sa keynote ce matin. Et donc c'est cette charte qui a posé une première méthode d'incitation, d'encouragement et d'accompagnement des festivals sur ces enjeux. Et désormais, c'est à partir de 2025, c'est un nouveau texte qui va s'appliquer, qui est le CACT, dont on a aussi parlé, mais peut-être que voilà, je passe la parole à présent à Maxime pour qu'il puisse aussi en dire quelques mots avant qu'on rentre dans le vif. Merci Lucie. Donc effectivement tout le travail qui avait été effectué autour de la charte des festivals nous a beaucoup inspiré parce que on a décidé ensuite de mettre en place le CACT, donc qui est le cadre d'action et de coopération pour la transformation écologique. Et qui dans le nom exprime bien ce que c'est vraiment un outil pour la résilience à long terme du secteur comme les cactus dans le désert. Donc ce cadre-là, on l'a pensé vraiment de la même manière que la charte des festivals, donc c'est-à-dire vraiment d'avoir une méthode de travail au début, un diagnostic, et ensuite que les structures choisissent vraiment les actions qu'elles veulent mettre en place dans leur parcours de transformation écologique. On y a mis vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage et vous pouvez déjà regarder les textes là sur le site du ministère de la Culture. On a du coup décidé que ce cadre-là s'applique à partir de cette année de manière uniforme sur l'ensemble du champ de la création. Donc c'est pour l'ensemble du spectacle vivant, l'ensemble aussi des arts visuels et pour les structures d'enseignement aussi rattachées à ces deux champs disciplinaires. On l'a expérimenté en 2024, donc là on a une version qui est plutôt bien aboutie, qui a fait l'objet de concertations, de différents retours, et il s'appliquera donc aussi au festival à partir de 2025 et plus précisément aux festivals qui sont soutenus depuis au moins 3 ans en DRAC, et on applique une partie pour les festivals aidés au titre de l'aide transversale pour la transformation écologique, parce qu'on demande à ces festivals-là de mettre en place l'engagement méthodologique, donc qui concerne notamment l'obligation d'avoir un diagnostic, de former ses équipes, et une partie de ces éléments-là étaient déjà dans les aides transversales l'année dernière. Donc c'est pas une grande marche. Donc c'est un texte qui est normatif, il oblige un peu tous les acteurs du champ de la création, mais c'est aussi et surtout un texte à visée pédagogique. Vous pouvez vous en servir comme un guide. Il y a énormément de ressources, d'annexes, des rappels réglementaires, et c'est aussi un catalogue d'actions qui fait en sorte que toutes les structures qui aussi veulent se lancer dans une démarche de transformation écologique puissent s'en servir aussi comme d'un outil, même en n'étant pas obligé de manière contractuelle d'appliquer ce texte. Voilà un peu pour le cadre général. On voulait vous rappeler ça parce que c'est un peu pour nous aussi au niveau de l'État notre manière d'accompagner le secteur dans son ensemble. Ce qu'on voulait voir maintenant, c'est comment est-ce que ça se passait au-delà des textes et plus précisément sur le terrain. Donc avec deux structures d'accompagnement des festivals et deux festivals. Donc merci encore d'avoir bien voulu vous prêter à l'exercice. Et on abordera dans un premier temps plutôt la question de la méthode, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait vraiment pour mettre en place une démarche de transformation écologique dans sa structure, comment est-ce que les collectifs d'accompagnement, et là il y en a 2 qui sont présentés, mais il y en a à peu près sur tout le territoire. Donc comment est-ce que ça s'organise cette méthode-là ?
Ensuite, on descendra vraiment au niveau des actions, donc en regardant à la fois les actions qui sont mises en place dans les festivals, mais aussi quelles sont les actions jugées prioritaires par les collectifs, en tout cas celles qu'elles peuvent observer sur le terrain. Et enfin, on terminera par un temps peut-être plus prospectif où on regardera le chemin qui nous reste à faire, parce que vous imaginez bien que on n'est pas du tout au bout du chemin. Je sais pas si on est au début ou en chemin. Sûrement qu'on n'est pas tous forcément au même endroit. Voilà, donc c'était un peu la fin de notre introduction, et ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre une première séquence un peu de présentation de l'ensemble des acteurs qui sont avec nous aujourd'hui, et on va commencer avec vous, Pierre. Est-ce que vous voulez bien nous présenter votre festival? Oui, oui. Bonjour. Oui, vous présenter le festival en quelques mots. C'est un festival dans un village des Pyrénées-Orientales, au-dessus de Perpignan, juste à la frontière. C'est la raison pour laquelle il s'appelle 543, qui est le numéro de la borne, considérant que tout ça n'est pas tout à fait une frontière, puisque la Catalogne peut être unie. En tout cas, entre les Catalans du Sud et les Catalans du Nord, il y a quand même beaucoup de connexions. Donc, on a considéré cette frontière plutôt comme un lieu de rassemblement que comme un lieu de division, évidemment. Nous sommes lancés dans cette aventure il y a à peu près 6 ans, puisque nous préparons la 6e édition. Nous avons tout de suite mis en place des choses très modestes, puisque au départ, on ne savait pas combien de spectateurs il y aurait. Et il se trouve que la première édition, nous avions 2 jours de festival et que nous avons fait à peu près 600 spectateurs. Donc, tout à fait surpris de l'engouement. Il s'agit d'un territoire, quand même, d'un désert culturel. Le premier théâtre est du côté français, à 1h15 de route, c'est Perpignan, et du côté catalan, c'est Figueres, Gérone, voire Barcelone, qui est également quand même à 1h15, voire 2 heures de route. Donc c'est vraiment, moi je suis issu de ce village par la famille de mon grand-père. Je crois que évidemment, sans attache très profonde dans cette région, peut-être c'est compliqué. Il se trouve que j'en ai et que j'ai été aidé par les uns et par les autres qui connaissent mon grand-père, mon frère, etc. Je dis ça parce que c'est très important sur l'ancrage local. Nous avons voulu tout de suite faire un festival pour les gens de ces villages-là. C'est une communauté de communes qui rassemble 14 villages du Haut-Valais-Spire. Et nous avons fait un festival pour eux et avec eux, puisque nous travaillons avec des acteurs, des actrices et des musiciens, des musiciennes amateurs également. Nous mélangeons artistes professionnels et artistes amateurs, ce qui veut dire tout un travail l'hiver, voire jusqu'au printemps, enfin évidemment à peu près toute l'année, pour préparer ces artistes amateurs aux répétitions qui arrivent en juillet. Nous sommes un festival de création. J'essaye d'aller vite. Vous me dites si c'est trop long. C'est-à-dire que nous ne faisons pas venir des spectacles achetés, ou très peu, une fois nous l'avons fait. Nous faisons quasiment que de la création, avec une petite troupe qui se retrouve à peu près chaque année, plus ces acteurs et actrices et musiciens et musiciennes amateurs. Voilà, nous avons une tarification qu'on peut qualifier de solidaire à 5 € pour tout le monde et gratuité pour les gens du village, considérant que le mot hôte est un mot réversible. C'est celui qui accueille et c'est celui qui reçoit. Donc nous avons considéré tout de suite que les habitants du village, puisque nous les dérangions, il se trouve que manifestement nous ne les dérangeons pas beaucoup puisqu'ils sont là, mais enfin on a fait tout de suite la gratuité pour les habitants du village et un tarif de 5 € pour le reste du public. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie de bouger malgré les coûts qui augmentent, parce que je crois que c'est très important ce tarif-là, parce qu'il autorise à venir, voilà, et nous on veut que les gens viennent. Mais peut-être je vais passer la parole à Morgane, vous aurez l'occasion après de développer. Oui, pardon. Là, il y a des photos. Voilà, en 2 mots, nous faisons un théâtre, j'allais dire pauvre. C'est-à-dire, par exemple, ça, c'était une photo du Songe d'une nuit d'été.
Donc vous connaissez le deuxième acte, troisième acte qui se passe dans la forêt. Donc là, eh bien nous avons utilisé des guindes de la ficelle d'espadrille qui se trouve, puisqu'il y avait des usines d'espadrilles dans le village à côté, et donc on a fabriqué une forêt comme ça, tout ça, ça marchait très bien. Pour les costumes, nous utilisons que du recyclage, on n'achète quasiment rien. Voilà, on essaye de faire un théâtre avec le moins de moyens possible. Et si nous avons envie de développer le festival, c'est sur la longueur, mais c'est sûrement pas en installant des gradins ou en se développant du point de vue de la lumière. On fait ça avec une dizaine de projecteurs à peine. Voilà, on tient à garder cet état d'esprit absolument. Quant à la transition écologique, ben voilà, dès le départ, on s'est attaché à faire le tri, etc. On abordera cette question-là. Pardon, je vais trop vite. Pas de souci. Pardon. Je passe la parole à Morgane Baer. Vous êtes à la fois administratrice de Kubilai Khan Investigation, mais vous êtes là plutôt pour le festival Constellation. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le festival, s'il vous plaît? Oui, donc le festival Constellation, c'est un festival qui est porté par une compagnie de danse qui est située à Toulon. Et ce festival qui est situé également à Toulon, mais aussi dans sa métropole, qui est un festival qui existe depuis 15 ans. On va être sur la 15e édition en septembre 2025, qui se déroule durant les Journées européennes du patrimoine, comme axe central, et comme étant les 2 derniers jours du festival, le samedi et le dimanche. Systématiquement, ces 2 jours-là sont programmés à la Tour Royale, qui est un lieu patrimonial, comme on peut le voir sur les images ici, qui est une tour ancienne de 500 ans, qui est une ancienne tour de guerre. Et on exploite les abords depuis cette année, même depuis 2 ans, les abords de la tour, donc les jardins, mais aussi la dalle qui est sur une autre slide avant ou après, je sais plus. Voilà, donc cette dalle-là, la dalle Pupadi, qui est une dalle en bord de mer, là où jusqu'à il y a 2 ans, on utilisait la tour, les intérieurs, les casemates qui sont à l'intérieur de la tour, et la tour étant vieillissante et fissurant, du coup on a dû s'adapter aux espaces extérieurs, qui posent aussi des questions en termes justement d'adaptation et de climat. Donc un festival qui se déroule sur entre 4 et 5 jours sur la métropole, je disais, qui se construit selon les années différemment. Là, les 2 dernières années, on était sur les villes de Hyères, de Toulon. D'autres années, on était à la Seine-sur-Mer. On co-construit aussi le festival avec les partenaires, les institutions publiques. Qui est un festival, je vais pas préciser, mais qui est un festival de danse, essentiellement, avec des soirées de programmation musicale sur 2 soirs, qui est un festival entièrement gratuit, sans réservation, ce qui va rapidement, ce qui pose déjà la question de la viabilité du festival. Suite avec l'augmentation des coûts, et qui attire entre 4000 et 5000 personnes à chaque édition. Voilà, pour faire court. Excellent. Merci beaucoup pour ces éléments. Je me tourne vers Béatrice. Alors, Béatrice, vous dirigez la structure élémentaire à Toulouse, en Occitanie. En 2 minutes, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre activité? Oui, je sais pas si... Oui, si, ça marche. Donc nous, la mission principale de Élémentaire, c'est d'agir pour la transition écologique sur les événements à l'échelle de la région Occitanie. Donc on accompagne différents types d'événements, mais particulièrement les événements culturels et du coup, un peu au-delà des événements, l'écosystème aussi de ces événements, donc les acteurs culturels qui vont les porter, les lieux de culture dans lesquels ils vont avoir lieu aussi, les collectivités qui peuvent les accueillir. Voilà. On est une asso qui est née en 2008 et on est soutenu par la région Occitanie, le CNM, par la DREAL aussi, certaines collectivités locales comme Toulouse Métropole, et puis par la DRAC en 2024 qui nous a octroyé un financement pour le projet Festival en Mouvement, sur lequel je reviendrai après. Et on a 3 pôles d'action donc que j'ai illustrés là. Le premier, c'est l'accompagnement.
Donc, je reviendrai plus longuement là-dessus, mais voilà, on fait de l'accompagnement individuel, collectif, on organise des rencontres régionales, annuelles, et on a différents chantiers, en fait, via lequel on accompagne nos adhérents. Ensuite, on a un pôle formation, toujours sur ces questions de transition écologique et sociale. Et enfin, on a un pôle mutualisation, et ça fait un peu notre spécificité, on va dire, dans le secteur. C'est de là que l'association est née, par l'idée de mutualiser de la vaisselle réutilisable pour les organisateurs d'événements. Et donc, depuis combien d'années? 17 ans maintenant, je sais plus. On gère une plateforme de vaisselle réutilisable avec ce qu'on appelle les éco-cups, et puis aussi des assiettes, des barquettes, des couverts, des pichets, voilà, et qu'on met à disposition de tous les organisateurs qui le souhaitent. Et dans ce volet-là, on a aussi le projet de pouvoir essaimer ce type de plateforme, parce qu'on voit bien combien est-ce que ça simplifie la vie pour les acteurs qui sont autour. Et donc, on accompagne des acteurs du territoire de l'Occitanie à l'installation de plateformes de vaisselle sur leur territoire. Et rapidement, je crois que vous vouliez aussi nous présenter du coup le réseau R2D2. Et c'est ça, et donc on fait partie avec le COFIS du réseau R2D2. C'est donc un collectif de réseaux régionaux qui ont comme point commun d'accompagner les événements et les événements culturels dans la transition écologique et sociale. On est chacune des structures indépendantes. Il y en a, c'est des collectifs de festivals, donc comme le COFIS, comme le collectif des festivals en Bretagne. D'autres, c'est des réseaux de musique actuelle. Et d'autres, ce sont des associations, plutôt des réseaux d'événements comme nous, Élémentaire, comme Émerge et Éco-Manifestation Alsace, comme le Rêve aussi en Pays de la Loire. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on est, je crois, 10 structures. Et sur la carte, il manque Grabuge qui vient d'intégrer, donc qui est le pôle de musique actuelle en région Grand Est, qui vient d'intégrer R2D2, et le collectif ECHO en Hauts-de-France. Et d'année en année, le réseau grandit. Je vois que la tache blanche se réduit, et vous allez presque bientôt pouvoir couvrir l'ensemble du territoire, et peut-être les territoires ultramarins un jour. Exactement. Véronique, je me tourne vers vous du coup pour présenter vos activités en région sud ou PACA selon comment on l'appelle. Côte d'Azur. Je sais pas si ça marche, ouais. C'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Attention, ne dis plus PACA. Oui, donc le COFIS, le collectif des festivals, il est né en 2014 en fait d'une volonté d'une dizaine de festivals de se réunir au-delà des formations qu'ils pouvaient suivre pour travailler sur 4 principes en fait qu'on a définis nous, qui étaient la transmission, la mutualisation, le partage. La transversalité, travailler avec d'autres acteurs que nous-mêmes, tout seuls dans notre coin, acteurs de la culture, et aussi sur les territoires, travailler au plus près des territoires. Donc aujourd'hui, on a 47 festivals membres, donc il y a la petite carte normalement qui devrait apparaître. Alors il y a un trou. Il faut savoir que nos membres sont des membres volontaires. On va pas chercher des festivals pour les faire rentrer, pour grossir, parce qu'on leur demande quand même de bosser avec nous et de partager, de mutualiser, d'échanger, etc. On couvre toute la région sauf donc ce département qui est un peu vide. C'est un peu comme notre carte de France avec R2D2. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de festival, ça veut dire qu'il n'y a pas de festival éco-responsable qui ont le temps, parce que ça demande du temps quand même de travailler avec nous. On sollicite quand même pas mal nos membres. Tout type d'esthétique, on a autant de la musique, du théâtre, du cirque, du livre, du cinéma, de la photo, etc. Donc on grossit petit à petit. On demande quand même à nos membres déjà d'être engagés, c'est-à-dire d'avoir pas mal d'actions mises en place sur de la RSE. On n'est pas uniquement sur la transition écologique. Pour nous, c'est aussi important l'accessibilité des publics, que la gouvernance interne, que les RH. Donc ça, c'est important. Et on a, alors je crois que c'est la slide suivante, des missions qu'on s'est confiées petit à petit en se rendant compte que il fallait qu'on avance. Alors, on était un projet à l'origine, on est devenu, donc en 2014, on est devenu une vraie association en 2020, et on a pu définir justement les axes de travail qu'on pouvait faire, non seulement pour accompagner nos membres, puisque l'idée c'est de les aider à développer et pérenniser leur démarche,
mais aussi d'accompagner justement le microcosme qui nous entoure pour pouvoir avancer. Donc les former, mettre en place des actions mutualisées, des expérimentations, partager des expériences, partager. Alors moi je dis toujours, on mutualise aussi les cerveaux, c'est super important de partager les cerveaux. Et parmi nos partenaires, donc il y a bien sûr ces festivals, il y a bien sûr R2D2, il y a bien sûr tous les autres festivals qui ne sont pas encore membres mais qui ont envie d'avancer. On peut travailler aussi bien avec des acteurs du sport de temps en temps qui viennent nous solliciter, des universités, etc. Et nous, on a donc des financements avec un financeur historique qui est l'ADEME, en fait, qui nous accompagne depuis pas mal d'années, la région, bien sûr la DRAC des départements et le CNM aussi qui a mis des fonds, en fait, pour les dispositifs d'accompagnement en région. Voilà pour la présentation. Merci. Merci. On va donc poursuivre sur la question de la mise en place, la définition d'une démarche, d'une méthodologie de transition écologique. Donc, on a mentionné en introduction la charte pour le développement durable des festivals et le CACT. Et c'est vrai que ces deux documents donc structurent une démarche justement, une méthodologie de transformation écologique qui passe dans un premier temps donc par la question de l'évaluation, l'estimation de son empreinte et à partir de là, l'établissement d'un plan d'action, définition des domaines d'action prioritaires et donc ça figure de manière très claire dans le CACT comme un engagement méthodologique et voilà, c'est considéré vraiment comme un préalable avant l'activation d'un certain nombre de leviers d'action, cette question de comment on pense la question, comment on se l'approprie dans son activité et comment elle vient structurer ensuite l'ensemble de la démarche d'un festival. Et donc, ça nous intéresse de vous entendre, donc les Pierre et Morgane, pour vos deux festivals respectifs, sur comment est née cette préoccupation, comment elle s'est incarnée dans votre festival et aussi peut-être comment elle a pu éventuellement influencer aussi votre démarche artistique. Et côté collectif, vous avez parlé de vos missions, des activités. Comment, du coup, vous accompagnez ces démarches, la mise en place de ces méthodologies au niveau des festivals. Et je sais, voilà, il y a des actions plus concrètes, des projets auxquels vous avez participé en lien avec les DRAC et les collectivités territoriales que du coup on sera intéressé d'entendre. Donc je vous donne d'abord la parole, Pierre, et après je poursuivrai avec Béatrice pour rester sur donc, le territoire occitan. Bah, écoutez, nous, comme je disais l'autre fois, on a été guidés très, très rapidement, c'est presque instinctif sur ces thèmes-là, malgré la modestie de notre festival. Et il est vrai que par l'intermédiaire de la DRAC Occitanie, avec notre chère conseillère Sylvie Castel, il y a un système de DLA, de dispositif local d'accompagnement qui a été installé, et nous avons été soutenus par le biais du fonds de festival, et finalement cette aide a un effet un effet de levier sur des choses qui sont presque naturelles chez nous, mais par contre tout d'un coup on en prend conscience et on le développe. Il est vrai que quand je parlais d'un théâtre ou d'une musique, c'est-à-dire qu'on n'a pas pour l'instant, on n'a pratiquement pas de son, on fait que de l'acoustique, on a bien sûr qu'il y a une esthétique qui se développe grâce à ça et avec ça. Et voilà, ça c'est très important. Voilà, après, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça, mais dans les projets, là où il faut qu'on soit bien sûr accompagné et surtout là, cette réunion est intéressante aussi pour ça, c'est qu'on chope des informations. Nous avons évidemment un problème de mobilité. Ça, peut-être que ça fera partie de. On va poursuivre après, effectivement, sur ce point-là. Mais peut-être que Béatrice, vous souhaitez rebondir sur, puisque vous avez aussi participé à ce projet-là. Peut-être
je pourrais dire après ça peut-être le rôle que la DRAC a pu jouer là-dedans aussi. Mais pour rebondir sur ce que Pierre dit, c'est vrai qu'on a eu la chance donc qui est le DLA, donc dispositif local d'accompagnement des Pyrénées-Orientales, qui a proposé un accompagnement collectif donc au festival de ce département et qui est venu nous chercher nous élémentaires comme structure accompagnatrice pour mener ce DLA. Et j'insiste là-dessus, je sais qu'il y a des personnes du DLA dans la salle, mais pour dire que c'est un dispositif que vous, festival, vous pouvez aller solliciter. Souvent, on va chercher le DLA sur des questions de structuration, d'emploi, de modèle économique ou quoi, mais aujourd'hui, il se positionne aussi sur les questions de transition écologique. Donc, que ce soit pour un accompagnement individuel ou collectif. Et là, on a eu la chance de faire des journées en collectif et des accompagnements en individuel pour les festivals des Pyrénées-Orientales. En tout cas, c'est un financement du coup qui est proposé pour avoir un accompagnement là-dessus. Il est national. Ça me paraît important de le préciser aussi. Exactement. Donc c'est un dispositif national et il faut aller rencontrer les chargés de mission DLA de son département pour leur dire voilà, on aimerait bien être accompagné là-dessus. Ça a été possible. Aujourd'hui, il y a quelques départements qui s'en sont saisis. On a fait pareil dans le Tarn-et-Garonne. Et voilà, en tout cas, c'est un dispositif d'accompagnement possible. Et donc, nous, élémentaires, on a accompagné donc les festivals, donc je le disais, en individuel et en collectif. Suite à ça, on a dit ça serait bien qu'il y ait une 3e journée en collectif pour pouvoir travailler vraiment sur le bilan. Donc, on a fait 2 premières journées il y a plus d'1 an. Ensuite, il y a eu les événements. Et ensuite, on a fait une journée de bilan en décembre. Et en disant, en fait, on sent qu'il y a encore besoin pour mener vraiment à bien l'accompagnement, que ce soit sur le temps long. Et il y a eu toute la phase de préparation et la phase, on a donc travaillé avec notre méthodologie où on les a fait travailler sur un plan d'action, sur les différentes thématiques. Et à la fin, on a senti qu'il y avait besoin d'un bilan collectif et partagé. Et une volonté forte de la part des festivals de travailler ensemble, de mutualiser, de s'inspirer les uns des autres. Et suite à cet accompagnement et à la volonté des festivals est né donc un collectif de festivals engagés dans les Pyrénées-Orientales qui s'appelle ECO et qui se lance là au mois de mars 2025. Donc là-dessus, pour nous, c'est vraiment un accompagnement hyper réussi où on voit que ça débouche sur l'envie de travailler ensemble, de coopérer, qui est vraiment le fondement et du CACT et finalement le levier de transformation écologique le plus important presque, je dirais. Et peut-être l'autre dispositif dont j'aurais voulu parler, ce serait le label. Donc, on a différents dispositifs d'accompagnement. J'en ai dit un mot au début. Et on a aussi lancé en 2022 un label pour les événements éco-responsables qui s'appelle le label événements détonnants. Et donc, un peu sur le même modèle que le CACT, ce que tu disais, Maxime, c'est que finalement, on a donc, nous, un référentiel et on s'est basé sur 2 labels qui existent dans d'autres régions. Donc, le label de éco-manifestation Alsace, c'est donc maintenant le label La Charte des éco-manifestations. Donc, cet événement-là, le Forum SoFest, est labellisé. Et le label du rêve qui est né en Pays de la Loire. Donc, on s'est inspiré de ça pour faire un référentiel qui traite donc de 9 thématiques qui sont présentées. Et la première thématique, c'est aussi structurer sa démarche et progresser. Pareil, c'est un peu le côté méthodologique. Comment est-ce qu'on met en place un plan d'action, des indicateurs, des chartes, un engagement pour travailler avec ses parties prenantes et un enjeu sur l'amélioration continue. Et puis, donc, ce référentiel, il est vraiment à disposition de tous sur notre site internet. Et pareil, on dit vraiment, ça peut être un outil qui peut servir de feuille de route, de mobilisation des équipes. Il n'y a pas besoin de se lancer dans une démarche de labellisation pour pouvoir utiliser cet outil. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un peu notre socle aussi quand on fait de l'accompagnement individuel, c'est de se baser sur ce référentiel et qui permet aussi de s'inspirer. En voyant, il y a 120 engagements qui sont proposés. Alors il y a quelques années, maintenant c'est moins vrai. Souvent on nous disait, nous c'est bon, on a mis des gobelets réutilisables et des toilettes sèches et puis on travaille un peu avec les producteurs locaux. Donc on est pas mal, on pense, et on voit pas bien comment on peut aller plus loin. Donc aujourd'hui, on leur dit c'est bien, vous avez coché 3 cases, il y en a 117 autres. Donc allez-y, regardez le numérique responsable. Aujourd'hui, il y a des côtés là-dessus. Ça traite aussi de l'accessibilité, de la non-discrimination, de l'égalité. Voilà, donc il y a plein de sujets qui sont
auxquels on pense moins. Ensuite, si on veut aller plus loin, donc la slide d'après, c'est que on propose un dispositif vraiment d'accompagnement et de labellisation avec 3 niveaux de labellisation où il y a des enjeux qui sont prioritaires, en fait, qui sont obligatoires pour atteindre le niveau 2, d'autres pour atteindre le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et on vient faire une évaluation. Et peut-être la spécificité de ce label, c'est d'avoir une obligation, une évaluation par les pairs. Donc, on vient toujours en binôme sur chaque événement qui est labellisé. On vient sur site avec une personne d'élémentaire et une personne d'un autre festival qui va être en démarche de labellisation, qui viennent co-évaluer l'événement. Le fait d'avoir cette évaluation croisée par les pairs, ça permet que chaque festival qui est dans le dispositif, il va voir un autre événement et il vient s'inspirer, partager des idées, partager des retours d'expérience. Souvent, c'est « Ah, mais c'est génial ce que vous faites, on n'avait pas pensé. Ah, ben nous, ça, par contre, voilà comment est-ce qu'on va le faire. Ah, vous galérez à trouver tel prestataire. Et ben nous, on n'est pas loin et on a tel prestataire. » Voilà, donc c'est un vrai échange, une montée en compétences pour les deux. Et c'est aussi un peu la clé de voûte du dispositif de permettre cet échange de pratiques. Peut-être la slide d'après, c'est voilà, pour dire un peu les différents retours. Il y a un vrai enjeu de pouvoir structurer sa démarche, et ça, c'est ce qui ressort le plus dans le label, c'est le côté ah oui, en fait, on menait déjà plein de choses, mais en fait, c'était pas structuré. Et là aujourd'hui, on s'est posé, on voit où on en est, on voit le chemin qui nous reste à parcourir. On peut poser une démarche sur 1 an, 2 ans. 3 ans, c'est plus rare, mais voilà, se donner des objectifs, avoir des indicateurs de mesure. Ça permet aussi de mobiliser l'équipe et c'est souvent quelque chose qui pêche. On va avoir des personnes qui sont référentes mais qui ont du mal à aller mobiliser le reste. Là, aujourd'hui, avec cet outil partagé, il y a la mobilisation de toute l'équipe qui est possible autour de ça. Et voilà. Et puis, le label qu'on obtient à la fin, j'allais dire, c'est on va dire presque anecdotique. Non, c'est anecdotique pour nous, pas tant finalement pour les événements qui ont quand même envie d'avoir ce label et de pouvoir le valoriser auprès de leurs partenaires, de leurs même des financeurs. Mais c'est vrai que pour nous, c'est tout le chemin à parcourir pour obtenir ce label qui est important et qui, on espère, permet aussi d'inscrire la démarche dans la durée. Voilà. Par exemple, un des enjeux, c'est de faire un bilan. Un bilan de développement durable de son action. Et ça, on voit qu'il y en a beaucoup qui le faisaient pas. Et finalement, ça permet de faire une trace, de partager un temps de bilan et du coup, vraiment d'avancer, d'être dans la démarche d'amélioration continue. Merci beaucoup, Béatrice. Je vais vous donner la parole à présent à Morgane et Véronique pour que vous puissiez nous parler un peu de votre expérience en région PACA. Merci. Vos interventions résonnent beaucoup avec le Festival Constellation et là où on en est aussi justement sur la structuration, sur la méthodologie qui est plutôt inexistante. Le festival, il est et Pierre aussi, je rejoins ce que tu disais sur en fait les intentions, elles font partie de l'ADN du projet depuis le début, sans être forcément effectivement posé, structuré, énoncé. Alors que elles sont absolument transversales à tous les endroits du festival. Et que ça fait partie de son ADN et vraiment partie intégrante du projet. Avec aussi, je fais un peu écho à ce que disait Béatrice Massé ce matin lors de son intervention sur l'éco-responsabilité ou le développement durable comme axe, enfin comme outil et comme oui, c'est ça, comme axe de travail qui a comme pour viser une démarche plus globale qui balaie effectivement tous les volets de la RSE, que sont la gouvernance, le territoire, les publics, les déchets. Et pourquoi déjà, oui. Parce que voilà, nous, on est vraiment dans une démarche globale sans être dite. Et effectivement, c'est là où on pêche, nous, dans la méthodologie,
On est sur un territoire le Var qui est pas du tout. Nous, on fait pas partie encore du réseau du COFIS. On se connaît très bien avec Véronique parce qu'on travaille. Je travaillais pour un autre festival avant qui fait partie du COFIS. Et vous êtes membre d'Arviva, non? C'est ça? Comment? Vous êtes membre d'Arviva? On est membre d'Arviva, effectivement. Mais il y a à nouveau l'intervention de ce matin sur comment mettre en place aussi une méthodologie quand on est et une structuration quand on est une petite équipe, d'accompagner ça. On est une équipe de 3 personnes, dont une personne à l'administration, production, coordination, une personne à la direction artistique et une personne à la communication. Donc comment est-ce qu'on accompagne aussi une petite équipe qui est déjà chargée, qui, avec toutes les bonnes intentions du monde, a du mal à trouver de l'espace pour ça, et l'importance de ces réseaux sur nos territoires et permet ça, je pense. Là où je peux dire qu'on est qu'on rend visible cette démarche-là et nos intentions, c'est à l'endroit de la programmation, où notamment depuis 2 ans, on propose notamment le dimanche toute une journée qui se fait se rencontrer à la fois la programmation, des scientifiques, des chercheurs, chercheuses, sur les questions du littoral, des impacts des impacts climatiques, en tant que citoyen, quelle est notre action et notre part dans ces changements-là. Et à l'endroit de la programmation aussi, et ça c'est vraiment depuis le début, où on programme des petites formes, en général des solos, des trios maximum, et qui viennent aussi poser des propos assez engagés, apporter aussi un autre regard sur les corps. On avait par exemple l'année dernière, ou il y a 2 ans, une compagnie qui questionnait nos rapports addictifs aux environnements numériques. On avait une compagnie qui venait poser aussi un regard sur la fragilité des corps en situation de handicap. Voilà, donc on essaye aussi d'être attentif à comment artistiquement on arrive aussi à faire passer des messages. C'est plus à cet endroit-là effectivement que c'est visible et qu'on y porte beaucoup d'attention. Mais effectivement, sur la méthodologie, on a encore beaucoup de progrès à faire, Véronique. Bonne transition, en effet, merci. Alors oui, nous, en effet, notre rôle qu'on s'est vraiment donné, c'est de faciliter le passage à l'acte et même, comme je disais, la pérennité des actions, donc de simplifier le travail, parce qu'on considère la mission principale d'un festival, c'est pas sauver la planète, c'est proposer de la création, de la culture, etc. Donc on essaye justement d'avancer au mieux, bien sûr, par des accompagnements, des formations. On fait même des hotlines pour je vous disais, des manifestations sportives. Mais on s'est surtout rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des freins dont les solutions, en fait, les leviers ne dépendent pas des organisateurs de festivals. D'où l'importance de travailler avec d'autres acteurs et principalement avec les collectivités et les pouvoirs publics. On s'est rendu compte qu'il y avait des réponses qu'on allait trouver avec eux, et nous, notre rôle, et c'est là où on a lancé des ateliers sur les territoires, et on collabore entre autres avec les métropoles Nice-Côte d'Azur et la métropole Aix-Marseille. Sur leur charte éco-manifestation, c'est de poser en fait des questions de comment vous pouvez nous aider à nous améliorer. Donc on crée des ateliers où on va mettre en face en fait les festivals, où ils vont dire bah voilà, moi je peux pas avancer sur cette question-là, ça dépend pas de moi, la question des déchets, de la mobilité, voire de la communication.
et comment la collectivité peut y répondre. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est nous on fait le lien en fait avec ces acteurs-là et on essaye d'avancer, de trouver. Et parfois il y a des solutions, quoi qu'ils sont inventés, à inventer ensemble. Bien sûr, ces ateliers, on les fait pas uniquement avec nos membres, mais c'est souvent à l'initiative des membres. Donc le festival sur lequel travaillait Morgane avant a participé justement à ces ateliers sur la Provence verte, qui est en fait un territoire autour de Brignoles. On a réussi à débloquer un petit peu des situations. Après, il y a des situations inextricables qui dépendent aussi de l'État et de la région. Donc, on essaye vraiment d'accompagner, de faciliter, de faire du lien. Et pas rester uniquement entre nous, d'où l'idée de cette transversalité qui nous semble importante. Et puis on est aussi, je dirais, les porte-parole des difficultés que rencontrent les festivals à mettre en place des actions justement responsables. Donc on a été sollicité entre autres par la DRAC quand ils ont commencé à travailler sur l'adaptation du Cacté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la transposition qui s'appelle chez nous transition en Seine, avec une définition d'un certain nombre d'actions, avec des cibles d'ailleurs qui sont un peu différentes, puisqu'il y avait festival, eux, ils ont créé en fait aussi cible artistes et cible collectivité. On a accompagné la DRAC justement à définir les actions. Quelles sont celles qui sont réalisables finalement, quelles sont celles qui sont indispensables et qui sont incontournables et qui seraient obligatoires, et celles qui seraient un petit peu utopistes, qui seraient intéressantes quand même de mettre en place. Et on essaye aussi d'accompagner sur la mise en place des financements, puisqu'il y a des financements. On est ravis, mais il faut que ça soit bien ciblé. Donc, on accompagne pardon, j'ai retrouvé le CNM sur le contrat de filière. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Le contrat de filière en région, puisque nous avons un contrat de filière, CNM région DRAC et département des Bouches-du-Rhône, à définir justement quels seraient les axes de financement. Qu'est-ce qui serait intéressant à financer sur nos territoires dans le cadre de la RSE et d'un appel à projet RSE. Et puis on travaille aussi avec le CNM sur d'autres appels à projets et financements. Écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages. Alors je me tourne vers vous dans les fauteuils rouges. On a décidé à la fin de chaque séquence un peu de recueillir vos réactions, questions éventuelles, témoignages. Donc voilà, on s'est donné à chaque fois 5 minutes comme ça si jamais vous en avez. Et sinon on peut continuer. Vous pouvez continuer à nous écouter en pleine digestion. Il y a pas de souci. Écoutez, le temps imparti, qui vous a été imparti par moi de manière arbitraire est fini. Donc je passe à la séquence suivante qui est celle des actions prioritaires. Donc là, on suit toujours un peu voilà ce cadre du Cacté qui dit que on commence par la méthode et après on met en place des actions. Donc là, on a bien vu, je pense, ces questions de méthode. Comment est-ce que vous avez mis en place des méthodes de travail dans vos équipes, grâce à quel dispositif d'accompagnement. Comment est-ce que les collectifs accompagnent tout ça en lien avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et là, on va vraiment descendre dans ce que vous mettez en place et vous, côté collectif d'accompagnement, ce que vous percevez aussi de l'évolution des pratiques et des actions, y compris dans le temps long, parce qu'on a quand même la chance de vous avoir sur les territoires occitans et du sud de la France depuis pas mal d'années. Donc, vous avez quand même pas mal de recul sur ça, donc ça va nous intéresser. On commence par vous, Pierre. C'est vrai que vous êtes dans un territoire et je pense que vous l'avez dit, un désert culturel. Donc, j'imagine avec tout un tas de questions en particulier, notamment la mobilité dont vous vouliez un peu nous parler. Oui, mais j'en ai dit un mot, mais c'est vrai que c'est une vraie préoccupation parce que, comment dire, la transition écologique et le social sont mêlés, il me semble, et le politique au sens de nous, on veut faire ce festival pour ces gens, c'est le leur. Après, et évidemment que si certains Rémois ont envie de venir, nous les acceptons avec plaisir. Mais bien sûr, on accueille tout le monde, mais on veut faire ça pour aussi ces villages-là. Et donc, nous sommes à 800 mètres d'altitude, 850. Ce sont des villages de montagne. Ça tourne. Des représentations ou des concerts se terminent parfois vers 10h30,
11 heures, il fait nuit. Donc voilà, c'est parfois compliqué. Alors voilà, ça c'est une vraie question sur laquelle on se penche depuis quelques années. L'an dernier, on a eu l'aide d'une entreprise de la région qui a mis quelques navettes à notre disposition. Je crois que nous avons bien fait les choses. Nous avons mis des horaires, des arrêts, des affiches, tout ça. Et ça a été un échec absolu. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument personne dans ces navettes. Alors bon, cette année, on va mettre peut-être des chansons, de la guitare, tout ça. Mais pourtant, cette entreprise et cette dame qui nous soutient, Fabienne Planel, nous avons décidé de continuer, bien sûr, parce qu'on pense que c'est l'avenir. Mais on voit bien que voilà, les habitudes ne sont pas prises et que ça, pour nous, c'est un vrai sujet. Comment modifier. Il y a bien sûr une plateforme de covoiturage. Cette année, on va faire un système avec les mairies des petites communes en disant signalez-vous, on viendra vous chercher. Voilà. Mais c'est un vrai sujet et sur lequel, et là je te rejoins, c'est-à-dire que nous aussi, nous sommes une toute petite équipe, nous sommes 3. Karine Gonzalez qui s'occupe de toute l'administration, Violaine Schwartz et moi-même. Il y a des moments, c'est très très compliqué de tout faire. Je vous entendais dire venir chez nous, ça implique un travail, mais c'est vrai que pour des toutes petites équipes comme nous, c'est compliqué de s'en rajouter d'une certaine manière. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est la mobilité, c'est un vrai sujet et également sur lequel on va se pencher, c'est le papier, les affiches, la communication. Ça, voilà, nous allons également aller de l'avant sur ce sujet-là. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'il y aura de nombreux échos avec ce que Béatrice pourra nous dire sur Festival en Mouvement et Véronique sur l'expérimentation TER en Avignon. Je pense que voilà, ça pourra éclairer cette question des navettes vides et je pense, Pierre, que vous n'êtes pas le seul à expérimenter le désastre des navettes, mais je crois que la réponse est de tenir bon. Donc, comme vous avez continué cette année, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Morgane, de votre côté, donc vous avez perçu qu'il n'y avait pas forcément une question sur la mobilité des publics, mais que vous avez envie de travailler néanmoins sur la mobilité des compagnies, sur d'autres enjeux liés à la mutualisation. Donc peut-être que vous pouvez un peu nous présenter ça. Oui, alors, effectivement, la mobilité des publics, bien que en fait, j'y réfléchis depuis tout à l'heure, c'est que ça peut quand même être un sujet. Mais parce que finalement, en fait, on est dans une ville, sur un festival qui se termine assez tôt, sur un public qui est essentiellement toulonnais. Donc on pourrait se dire, bon, mobilité des publics, elle se pose pas tellement, mais finalement, le site du samedi et dimanche, il est assez éloigné du centre. Il y a un très très grand parking, donc tout le monde prend sa voiture pour aller sur le parking. Donc les distances sont pas énormes. Enfin, on parle de je sais pas 5 km, mais c'est quand même ce sont quand même 5 km qui sont parcourus avec des personnes qui viennent en voiture, là où effectivement on pourrait avoir des navettes, enfin des bus ou des extensions d'horaires avec les partenaires. Ce qui n'est pas le cas. Donc effectivement, la question pourrait se poser à l'endroit du... Je crois que tu veux poser une question. Et à l'endroit de la mobilité des équipes, effectivement, depuis la première édition, on évite au maximum Enfin, c'est même une indication qu'on donne aux équipes artistiques de privilégier le train avant tout. L'avion par effectivement extrême nécessité, et ce qui impacte aussi sur la programmation parce que de fait on va pas aller programmer des compagnies qui sont à l'autre bout du monde, et on est dans un rayonnement de compagnies qui sont soit en France, soit sur un territoire assez proche, région PACA, soit proche Europe, Suisse, Italie, beaucoup Belgique, Belgique et Suisse pas mal, un peu Espagne, Portugal, mais on reste quand même dans un rayon qui permet
aux compagnies de prendre le train sans que ce soit une contrainte, une grande contrainte. Et quand on programme des compagnies qui viennent un peu plus loin, c'est dans le cadre de tournées. Donc ça, c'est absolument essentiel, quoi, que ce soit pas une date, des dates isolées. Pour permettre aussi un transport des corps quand il y en a, d'être mutualisé et que ce soit pas trop impactant. Et sur les équipes aussi, ce que je tiens à dire, c'est qu'on a à cœur que les équipes restent aussi un peu plus que juste le soir ou la journée de leur programmation, de leur représentation, avec l'objectif d'en faire un vrai endroit d'hospitalité et de création de liens entre à la fois les équipes qui travaillent sur le festival toute l'année, les équipes artistiques et essentiellement les publics qui peuvent aller à la rencontre et qu'on crée pas comme ça des chapelles de personnes qui ne se parlent pas, et ça crée voilà, ça crée des endroits de rencontre et de parole qui sont assez intéressants et importants pour nous, voilà, sur la mobilité. Ensuite, effectivement, sur la mutualisation, on est sur un territoire où il y a une grosse scène nationale, donc le Château Vallon Liberté, mais aussi d'autres diffuseurs qui nous prêtent du matériel. On a un montage technique assez léger quand même, où on monte une petite scène dans les abords dans les jardins, aux abords de la Tour Royale, qui nous est prêtée par la scène nationale. Il y a un peu de matériel technique, autre type lumière, qui nous est prêté aussi par la Seine-sur-Mer. Donc on essaye et puis après on loue un prestataire local. Voilà, donc on essaye mais ça c'est vraiment depuis, c'est pas récent, quoi, c'est depuis le début, on essaie de trouver, parce qu'on a une économie aussi qui est assez fragile, donc on trouve des moyens pour pouvoir limiter les dépenses. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre. Voilà, on travaille, on essaye en tout cas de travailler avec des prestataires locaux, autant aussi sur les achats, la technique, que sur le prestataire alimentation, prestataire bar. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce témoignage et toutes ces actions entreprises. Véronique, Béatrice, alors là je vous jette la parole sans vraiment décider qui la prendra au bon. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des dispositifs que vous mettez en place et qui aident aussi les festivals dans la mise en place de démarches sur la mutualisation, sur la mobilité, et de manière générale, comment est-ce que vous voyez aussi l'évolution des actions des festivals là depuis vos nombreuses années d'exercice? Je vais peut-être répondre déjà à la question sur les évolutions qu'on voit. Je dirais, heureusement quand même, avec le sens de l'histoire, aujourd'hui, on voit que ces questions de transition écologique et sociale, d'une façon générale, elles sont quand même vraiment de plus en plus prises en compte par tous les organisateurs, organisatrices de festivals. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a pas qui disent non, ça nous concerne pas, on voit pas. Enfin voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment de plus en plus prégnant. Mais pour autant, hier, j'ai été surprise dans la présentation, une des présentations le matin, de voir que il y avait, c'était la présentation de Edwige, je pense, c'est ça, qui a fait une présentation. Edwige Millery, oui, ouais. au DEPS, département de pro, études et prospectives. Et elle disait que je crois qu'il y avait un tiers des festivals qui avaient déjà fait un diagnostic sur les questions de transition écologique, et 75% qui disent qu'ils réfléchissent. Parmi ceux, je crois, qui n'ont pas fait de diag, 75% qui disent qu'ils réfléchissent à mettre en place des actions. Et elle disait, il y en a quand même 75%. Et je me suis dit, sérieusement, il y a encore 25% de festivals qui ne réfléchissent pas à mettre en place des actions. Est-ce que c'est quand même beaucoup, voilà. Donc
enfin voilà, ça contrastait avec mon impression que quand même aujourd'hui c'est un sujet qui est pris en compte. Donc en Occitanie, l'étude Sofest justement qui avait été faite avait compté 1000 festivals. Il y en a à peu près 200 qui font des demandes de subventions à la région, et la région Occitanie a mis en place des éco-conditions. Et dans les éco-conditions, c'est assez simple. La première, c'est il faut remplir un autodiagnostic en ligne. Cet autodiagnostic, on a réussi à travailler avec la région Nous Élémentaire pour qu'il soit basé sur le référentiel du label événement détonnant, qu'on était en train de travailler avec tout un tas de structures de la région Occitanie au moment où ils ont lancé ça. Donc, on leur a dit ne partez pas sur encore un nouveau dispositif. C'était avant le CACT. Donc, on n'avait pas de base, voilà. On est en train d'y réfléchir avec les acteurs de la région, donc on s'appuie là-dessus. Donc, on a fait cet autodiagnostic en ligne, et donc aujourd'hui, c'est obligatoire de le remplir, et c'est obligatoire. La deuxième éco-condition, c'est juste d'écrire un plan d'action basé sur cette trame, et il faut faire un plan d'action. Peu importe finalement aujourd'hui les actions, il n'y a pas d'obligation de moyens ni de résultats, mais il faut avoir écrit quelque chose. Donc, il y a quand même un festival sur 5 qui fait une demande de subvention, et donc qui doit mettre ça en place. Et comme je disais, l'avantage de l'autodiagnostic, c'est que on se pose des questions, on passe en revue tous les items, et du coup, quand même, on quelque part, ça chemine un peu. Une première analyse, c'est que ensuite ces plans d'action, ils sont analysés par un comité éco-conditionnalité dont on fait partie élémentaire, et il y a plusieurs expertes et du champ culturel et du champ de la transition écologique qui en font partie. En 2024, il y avait eu 65% de plans d'action qui avaient été jugés satisfaisants par ce comité d'experts. Et en 2025, on a eu la réunion la semaine dernière, et aujourd'hui, c'est 77% des plans d'action qui sont jugés satisfaisants. Donc, on voit une belle progression, et on voit que quand même, le fait que ce soit rendu obligatoire, ça apporte, ça oblige un peu à se former. C'est aussi pour ça qu'il y a eu le DLA, parce qu'en fait, il y a eu un besoin très fort d'un coup des acteurs d'être accompagnés. Ils se sont sentis très perdus au début, mais du coup, il y a eu de l'accompagnement qui s'est mis en place, et aujourd'hui, qui permet de structurer. Alors, on est quand même assez sympa dans ce comité, parce que il y a des plans d'action qui sont jugés satisfaisants, qui sont quand même très light. Mais on se dit aussi qu'il y a beaucoup de festivals qui sont finalement assez sobres sur leur territoire, et on va pas, même si le plan d'action il n'est pas incroyable, il a le mérite d'exister. Il y a des choses qui sont posées, voilà. Donc on voit une progression. Et si on rentre dans le détail, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans les plans d'action? J'imagine qu'il y a les gobelets parce que vous en mutualisez, mais qu'est-ce qu'ils mettent en place? Enfin, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire effectivement? Alors, il y a beaucoup de choses autour du passage en LED, sur les questions de transition écologique. Il y a des questions autour de la gestion de l'eau, donc à voir comment est-ce qu'ils arrivent à mettre ça en place. Sur l'alimentation, il y a un enjeu sur le fait de proposer vraiment des menus qui soient à base de protéines végétales. Alors, il y a des petites perles. Il y en a qui nous ont dit quand même, ben oui, nos entrées et nos desserts sont essentiellement à base de protéines végétales. Oui, c'est déjà bien de pas avoir que du pâté en entrée, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur le menu, voilà. Donc on voit qu'il y en a qui sont quand même encore assez éloignés de ces questions-là. Mais il y a des choses là-dessus, il y a des choses autour des producteurs locaux, ça c'est quelque chose qui est très travaillé sur les festivals. Il y a des choses autour des chartes qui vont être mises en place avec les différents partenaires, les différents prestataires, et particulièrement les partenaires de restauration. On voit que les questions de VSS, d'égalité femmes-hommes sont vraiment bien plus prises en charge aujourd'hui qu'il y a quelques années aussi, et ça c'était quelque chose qu'on note. Et aussi, il me semble, parce que ça a été rendu obligatoire par le CNM, par d'autres acteurs aussi, qu'aujourd'hui c'est des questions vraiment travaillées. Et dans les choses qu'on voit où il y a vraiment rien, dans le plan d'action, il y a des enjeux, je disais, sur le numérique responsable, et ça, c'est encore un vaste sujet qu'on sent qui est pas très exploité. Et quand on pose la question, quelles actions vous avez mises en place un peu en termes de communication responsable, il y a encore beaucoup de gens qui nous disent, on passe du papier au numérique. Et ça, c'est leur action de communication responsable, c'est du papier au numérique. Et l'enjeu du numérique responsable, de la sobriété des usages, du matériel utilisé, des grands yeux qui s'ouvrent en disant, bah voilà, et là les pages sont vides, quoi. Donc on se dit que là-dessus, voilà, on espère que dans 3, 4, 5 ans, il y aura des vrais plans d'action, voilà, qui seront écrits là-dessus. Et ensuite, ce que j'avais noté, c'était
autour des déchets aussi, tu me demandes ce qu'il y a. Donc ça, la question des déchets, c'est quelque chose, j'ai l'impression, c'est souvent une des premières actions qui est mise en place, les fameux gobelets réutilisables, le tri des déchets. Et aujourd'hui, avec la réglementation qui a changé, la question de la gestion des biodéchets, elle commence à arriver. C'est une obligation pour les festivals. C'est pas pour autant que c'est vraiment traité, et c'est encore moins pour autant qu'il y a quelque chose de mis en place, mais on commence à voir des choses apparaître là-dessus, sur le gaspillage alimentaire, sur la, enfin voilà, et sur la question de la vaisselle réutilisable aussi. On voit apparaître quand même des idées pour mettre en place de la vaisselle réutilisable pour éviter la vaisselle jetable. Mais pareil, parce que c'est devenu une obligation, parce qu'on en parle de plus en plus, parce que du coup il y a des groupes de travail là-dessus, et pour autant ça reste hyper difficile à travailler. Et juste, je voulais dire aussi que on a un sujet, une des thématiques, c'est mobiliser son public sur ces questions. Et en fait, c'est presque la thématique la plus difficile à travailler et dans laquelle on a le moins de réponses et de répondants. Peut-être que une des raisons, c'est ce que tu disais, Véro, c'est que les organisateurs, ils n'ont pas l'impression que c'est leur rôle de sensibiliser le public sur les questions de transition écologique. Leur rôle, c'est d'avoir une programmation, de proposer des spectacles, de faire rencontrer un public avec des artistes, voilà. Et pour autant, aujourd'hui, on peut pas s'en passer. On le voit, on va bosser sur la mobilité. Si le public s'empare pas de ce sujet, l'organisateur tout seul, il peut rien faire parce que c'est pas quelque chose qu'il a entre les mains, la question de la mobilité. Même s'il met en place des navettes, une super plateforme de covoiturage, un réseau d'autostop, des bénévoles qui vont aller chercher les gens à la gare gratuitement, tout ce qu'on a entendu hier, c'est pas pour ça que les gens, ils vont venir en train de ça. S'ils ont décidé de prendre leur voiture et de venir jusqu'au plus près possible, chacun tout seul dans leur voiture, ils vont le faire et il y aura personne pour les empêcher. Autant l'alimentation, on est maître de ce que les gens vont manger dans l'enceinte de notre festival. Ils n'ont pas le choix, ils doivent manger ici, donc on peut le choisir. Et on a besoin que le public se saisisse de ce sujet-là. Donc il y a besoin de les mobiliser, même si c'est pas l'activité première des événements. On a besoin, si on met en place le tri, on a besoin que le public fasse le bon geste de tri. Parce que s'il le fait pas, tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Il y a plein de sujets, par exemple la transition énergétique. Là, on n'a pas besoin du public. Là, on ne sait pas comment on est éclairé et nous, public, on n'y peut rien, quoi. Mais voilà, il y a vraiment des sujets sur lesquels on en a besoin. Et peut-être pour redire avec l'étude qu'on a fait dans le cadre de Festival en mouvement, ça a montré que pour faire changer le public sur les questions de la mobilité, c'est pas les arguments liés à la transition écologique qui marchent. C'est pas parce qu'on leur dit attention à votre bilan carbone, vous allez voir, si vous prenez votre voiture, c'est hyper émetteur de CO2 et il y a une question de réchauffement climatique. Ça marche pas. C'est parce qu'on va leur dire vous allez avoir du confort en plus sur l'événement parce que si vous arrivez avec une navette où on va pouvoir s'occuper de vos affaires aussi, la voiture c'est pratique, on peut y laisser ses affaires, il y a des horaires fixes, donc on a remplacé ça, il y a du transport, il va y avoir de la convivialité en plus, vous avez peut-être un spectacle en plus, si vous venez en vélo, vous allez être avec 40 vélos, il y a un convoi vélo, il y aura un spectacle au milieu du chemin dans un petit village avec la rencontre de différents artistes et ça. C'est tout ça qui va faire qu'on va réussir à changer les pratiques de mobilité. Et qui va peut-être permettre aussi d'impliquer et de mobiliser le public. Et la dernière chose là-dessus, je voudrais dire, c'est que Emmanuel Négrier et beaucoup d'autres gens ont redit combien c'était des espaces pédagogiques, les festivals, où on peut, sur ces festivals, faire changer les pratiques, tester, expérimenter des nouvelles pratiques en lien avec la transition. Et du coup, ça questionne quand on voit que les festivals, finalement, se saisissent peu de cette question de la mobilisation des publics, alors que c'est là où, quand ils testent des nouvelles pratiques de mobilité, d'alimentation, de manger pendant 3 jours végétarien sur un festival, alors que les gens sont pas végétariens, mais parce que là, c'est la seule offre, ça permet de réfléchir et peut-être effectivement d'emporter chez soi cette idée. En fait, on se faisait une idée du végétarien qu'on pourrait jamais tenir 3 jours. En fait, si, ça a été possible sur le festival. Donc voilà. Donc gardons ça en tête. C'est vraiment des espaces où on peut changer les pratiques, mais aujourd'hui, on voit que c'est encore un sujet à travailler, à creuser et qui est pas très simple, quoi. Après, je peux reparler de Festival en mouvement, mais... On en reparlera juste après. Peut-être, Véronique, quelques idées pour compléter un peu ce que disait Béatrice en quelques minutes.
sur l'évolution des pratiques dans les festivals. Alors moi, ça fait 15 ans que j'accompagne les manifestations à l'éco-responsabilité. Il y a 15 ans, c'était un peu le désert. On n'était pas accompagné, il n'y avait pas de financement, enfin très, très peu. Il y avait quelques festivals un peu pionniers, mais parce que ça faisait partie en fait de leur ADN ou parce qu'ils avaient un directeur qui, en tant que citoyen, voulait absolument s'engager là-dedans. Moi, j'ai vu des évolutions aussi parce que les politiques publiques ont changé. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une prise en compte de ça. Avant, moi, j'allais voir le DRAC, il me regardait les yeux grands ouverts en me disant de quoi vous me parlez. Moi, je suis dans la culture, environnement, c'est pas mon truc. Là, on voit justement avec tous les travaux que vous menez, ministère de la Culture, la DGCA, les DRAC, etc., que ça évolue, les régions qui commencent à s'emparer de la chose, qui a un intérêt, il y a des financements. Pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quand, mais bon, il faut en profiter. Mais c'est vrai que moi, j'ai senti quand même s'il y a un intérêt, c'est quand même un intérêt de survie. En fait, c'est même pas une question de bon, on va le faire parce qu'il faut le faire. C'est on le fait parce que déjà il y a le regard des publics. Hein, il y a des publics. Alors, on va pas à un festival parce qu'il est éco-responsable. Par contre, on peut le torpiller s'il ne l'est pas éco-responsable. Hein. Si vous continuez à avoir des gobelets jetables, vous risquez d'avoir des messages sur, enfin des posts sur les réseaux sociaux pas très très sympas, et ça on l'a vécu avec un festival. Donc il y a la question de l'image, je pense, qui est importante maintenant. On peut pas faire un festival en n'étant pas un minimum éco-responsable. Il y a la question justement des éco-conditions qui commencent à arriver. Bon, on en parle un petit peu, mais on se dit oh là là, oups, on n'est pas du tout au fait. Il y a le fait aussi qu'il y a eu des crises, alors des crises énergétiques. Ceux qui s'en sont mieux sortis d'ailleurs, ce sont ceux qui avaient déjà mis en place des choses sur la consommation énergétique. Et puis on en a parlé, hein, les aléas climatiques, la chaleur, travail. Alors on parle des publics, mais alors bon, les techniciens qui font du montage la journée. Bon, on va en parler un peu à la fin. Ouais, ouais voilà. Bon, donc il faut aussi apprendre à s'adapter. Donc bon. Moi, je trouve ça pas dommage de se dire en fait ils changent par opportunisme. C'est le moyen pour que ça change, bah, c'est très bien. Enfin moi je suis un peu dans ce sens-là en me disant bah finalement si ça peut faire bouger les choses, c'est très bien. On sait très bien que les festivals ils seront pas 100% éco-responsables, c'est pas possible. On fait venir du public et il y a des endroits où c'est pas possible de faire autrement. Alors peut-être oui le covoiturage peut solutionner, mais c'est pas voilà il y a vraiment un travail, mais je trouve que c'est assez intéressant. Maintenant je m'interroge à ce que ça va devenir finalement dans les années à venir, vu les difficultés financières que rencontrent justement les festivals. Alors on en parlera peut-être après. Mais... Et justement l'objet de la prochaine séquence. Alors avant d'y arriver, je me retourne vers vous et je prendrai une remarque peut-être ou une question. Peut-être que tout est toujours très limpide. Hein, Oui, bonjour, Laurent Mathieu, région Grand Est, où effectivement, comme beaucoup d'autres territoires, on expérimente des formes d'éco-incitativité à travers les règlements d'intervention. Ça serait un peu long à développer, mais c'est la même approche que dans les régions que vous avez citées. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment, au niveau de l'évaluation, via ce comité que vous évoquiez, donc il y a des données qualitatives qui remontent, mais est-ce que ça se traduit après? Est-ce que vous avez fait l'autre bout du chemin de pouvoir vous en servir pour moduler les subventions, pour les bonifier, enfin cette question de quel est le levier après pour inciter à l'action, parce que très concrètement, bien souvent, l'éco-incitativité est d'abord pensée pour améliorer, en fait, pour aider à la formation, mettre en place des accompagnements, le DLR, etc. Mais on sait que certains élus peuvent être tentés pour aller jusqu'au bout du prisme et puis enclencher des formes de malus, en fait, pour les festivals qui ne respecteraient pas ces conditions comme ça existe dans le cinéma ou dans d'autres domaines. Donc j'aurais voulu savoir à quel endroit vous vous positionniez. Alors, je ne suis pas région. Je fais partie du comité éco-conditionnalité de la région parce qu'ils nous ont sollicité donc au titre d'experts avec d'autres gens, mais on n'est pas du tout décisionnaire du dispositif et on a contribué à ce que le dispositif ne soit pas un truc complètement hors sol, mais ensuite ils sont bien maîtres de leurs décisions. Et en fait, aujourd'hui, donc les plans d'action, ils sont jugés satisfaisants ou non satisfaisants, et c'est pris comme
je dirais, un des critères parmi d'autres critères au moment où les subventions sont attribuées. Donc, nous, on étudie les plans d'action et on se réunit pour donner comment on dit cette note, pas une note, mais Évaluation. Cette évaluation, voilà. Et ensuite, au moment où ils vont attribuer les subventions, ils regardent tout le reste du festival, de sa programmation, de ce qu'il apporte sur son territoire, et le plan d'action. Voilà, est-ce qu'ils ont en plus mis en place quelque chose en termes d'éco-responsabilité. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça pèse lourd ou pas dans l'attribution des subventions. Il n'y a pas de bonus ou de malus qui est attribué. Je ne crois pas que ce soit dans cette direction-là qu'ils vont. Mais voilà, ils ont choisi aujourd'hui de mettre ça en place pour dire on a envie que les festivals qu'on subventionne, ils prennent en compte ces questions-là dans leur fonctionnement et peut-être que voilà, si on voit qu'il y a un festival qui n'évolue pas, parce qu'il y a aussi la question de l'évolution. Ça fait 3 ans qu'ils sont jugés insatisfaisants et 3 ans après, ils nous rendent toujours un plan d'action insatisfaisant. Bon, peut-être que là, ils mettront en place quelque chose, une sorte de sanction un peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas sanctionné, mais en tout cas, ils le prennent en compte. Et ensuite, il y a eu un webinaire pour tous ceux qui avaient eu des plans d'action insatisfaisants. Alors, réexpliquant pourquoi, comment s'améliorer, comment faire mieux, voilà. Et donc, c'est plutôt dans une incitation aussi à évoluer dans la bonne direction. Je pense oui, effectivement, on peut rebondir aussi, par exemple, par rapport à ce que disait Clémence Lézier pour le CNM ce matin, sur le fait qu'ils observaient aussi une progression d'une édition sur l'autre, et c'est vraiment une démarche qui est évaluée avant tout. Et du côté État aussi, voilà, on a effectivement introduit une forme d'éco-conditionnalité douce à travers le CACT pour les festivals qui sont aidés de manière pluriannuelle. Et il y a une plus grande attention accordée à la responsabilité environnementale des festivals de manière plus générale, mais c'est toujours un critère d'appréciation parmi un ensemble de critères. C'est vraiment un faisceau d'indices. C'est toujours une appréciation globale qui est portée sur l'ensemble de l'activité d'un festival et quand même toujours avec le prisme artistique quand même, qui est le premier objet première raison pour laquelle on va soutenir un festival depuis le ministère de la Culture. Et est-ce qu'il y a une autre question et sinon, on peut peut-être enchaîner avec la dernière séquence prévue. Peut-être avant de passer à cette dernière séquence, merci beaucoup pour vos différentes interventions qui permettent vraiment de montrer cette importance en fait de ce cercle vertueux en fait qui peut être qui se met en place dans vos régions, dans vos territoires respectifs, grâce à ces collaborations entre les services déconcentrés, donc État. On n'a pas développé le rôle des préfectures, mais elles ont eu aussi un rôle important. Enfin, j'ai notamment en Pyrénées-Orientales sur ces sujets de formation, par exemple sur la gestion de l'eau. Donc c'est toujours il y a le ministère de la Culture, enfin les services déconcentrés, mais aussi d'autres services de l'État, vos collectifs régionaux et les collectivités territoriales et les festivals du coup qui se joignent à ces démarches. Et l'idée, c'est vraiment d'encourager vraiment la formation de ces cercles vertueux. Et puisque sur ces enjeux de mise en place d'éco-conditionnalité et de cadres de structuration des démarches, il y a toujours cette volonté de sensibiliser en amont, de former, d'outiller pour que ça arrive pas vraiment comme justement une injonction brutale extérieure, mais que ça puisse vraiment s'approprier progressivement dans la démarche. Et c'était intéressant aussi d'écouter vos interventions, Pierre et Morgane, sur le fait qu'il y a déjà en fait une démarche éco-responsable, naturelle, liée aussi à la forme de vos festivals, qui sont des festivals aussi très, très sobres déjà. Et qui, en même temps, du coup, c'est aussi un défi de pouvoir maintenant formaliser aussi ces démarches qui étaient un peu déjà un petit peu intuitives ou déjà intégrables naturellement dans votre action. Et donc là, on a il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes. On voulait peut-être avoir effectivement une projection un peu sur
enfin voilà, plus prospective sur un petit peu comment vous voyez donc les enjeux pour votre alors pour vos festivals respectifs dans les prochaines années et peut-être en mettant un peu l'accent sur l'angle de justement des actions de coopération, de mutualisation que vous avez déjà commencé à évoquer. Et aussi du point de vue des collectifs régionaux, comment vous voyez aussi ces enjeux d'accompagnement des festivals dans les prochaines années. En essayant de réserver quand même quelques minutes pour un dernier échange avec vous, avec le public. Je vous laisse la parole libre. Pour les prochaines années, évidemment, c'est ce que j'ai déjà dit sur la mobilité, sur le papier. Là, il y a bien sûr sur le numérique, ça me paraît vraiment des choses très importantes. Et ce que je retiens aussi de ce que j'ai entendu, c'est aussi sur le contact avec le public et ce qu'on transmet aussi quant aux valeurs écologiques comme ça. Il se trouve que nous, comme je vous l'ai dit, on est un festival de création, on répète sur place, donc toutes les répétitions sont absolument ouvertes, on répète devant tout le monde, donc et puis les gens restent au village, tout ça. Donc on a d'une certaine manière, même en amont du festival, on rencontre déjà du public. Il y a des gens qui viennent nous voir répéter et comment un spectacle se construit, tout ça. Et c'est peut-être des moments où justement on peut évoquer davantage ce genre de sujet, le partager. Ça me paraît important et je sais que nous, dans notre modeste festival, on peut profiter de ces rencontres parce qu'il y en a beaucoup pour transmettre ces sujets-là et pour progresser, si on peut employer ce mot-là, pour les années à venir quant à ces sujets de mobilité, voilà, sur toute cette conscience. Et je pense, pour terminer, que effectivement, tout ça est un état d'esprit en fait sur en effet l'égalité homme-femme. Nous on a fait monter une association qui est le centre d'information des familles et des femmes, qui est venu régulièrement au village, distribuer, parler aux gens, considérant que les violences faites aux femmes sont peut-être encore plus difficiles à dire dans un petit village, ou dans des petits villages que dans des villes. Donc tout ça est un état d'esprit et on va continuer à le nourrir et voilà. Et puis essayer de pas. Je reprends juste pour terminer, essayer de ne pas se laisser déborder aussi. Il faut qu'on soit raisonnable, qu'on fasse des choses. On peut pas tout le temps faire des dossiers. On en fait énormément, passe énormément de temps à tout ça. Et pour des petites équipes, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est très important. Avec toute cette conscience écologique de transition, il faut pas qu'on se fasse déborder parce qu'on va perdre l'ADN de ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est de l'artistique, c'est transmettre de la beauté, de la poésie, de la drôlerie. Et voilà, donc il faut voilà, tout ça est une affaire d'équilibre. Ouais, moi, je rebondis plus précisément effectivement sur la coopération avec peut-être les structures du territoire qui est présente depuis de nombreuses années, où on construit vraiment le festival et les endroits là où on va programmer les festivals sur ces 4 ou 5 jours avec les villes alentours. Mais la coopération, elle est aussi à l'endroit du réseau de diffusion qui est sur le territoire. J'entends par là qu'on est on formalise depuis quelques mois, depuis un an et demi, un réseau dense avec un certain nombre d'actrices du territoire. Notamment du Var, Bouches-du-Rhône, 84, où on se réunit régulièrement pour parler de nos programmations, de l'année à venir, des 2 ans, voire 3 ans à venir, et afin
de trouver des endroits où on peut soutenir de façon durable aussi des compagnies, les accueillir dans de bonnes conditions. Donc on essaye de poursuivre ce cheminement-là et aussi de structurer ce réseau de coopération. Et j'avais autre chose en tête, mais je l'ai oublié, donc peut-être que ça reviendra. De toute façon, il faut qu'on avance et qu'on arrive vers la conclusion. Oui, l'aborder sur deux sujets. Là, on parlait de coopération, de mutualisation, etc. Il y a des choses qui avancent quand même. Il y a des choses qui se concrétisent, mais c'est vrai qu'il faut travailler ensemble. Nous, on coopère avec la Réserve des Arts Marseille sur un projet de mutualisation du matériel. On avait besoin d'un acteur qui nous aide à avancer sur ces questions-là. Donc, on va pouvoir enfin faire des expérimentations sur la région de la mutualisation du matériel des festivals, et c'est un certain nombre de membres du COFIS qui vont profiter et qui vont travailler là-dessus. Et puis, il y avait la coopération, on parlait, Lucie, justement, du travail avec les services déconcentrés. Ça fait des années qu'on essayait de faire avancer la question de la mobilité, et entre autres sur le territoire d'Avignon. On en parlait ce matin, justement, c'était très compliqué. Le projet il date de 2016, où on était allé voir la région en disant il nous faut des trains supplémentaires, testés au moins sur Avignon, parce qu'il y a quand même 2 gros festivals. Et ça a été soutenu justement par la DRAC, et la région a aussi pris un peu les choses en main, et on a réussi à obtenir des horaires décalés pour pouvoir partir d'Avignon et pour pouvoir aussi aller jusqu'au Corégie d'Orange ou aux Rencontres de la Photo, parce qu'on a plusieurs festivals, donc il n'y a pas que les festivals d'Avignon. Ça a mis du temps, mais on se dit, bon, au moins ce qu'on a fait là maintenant, ça va permettre aux autres aussi d'avancer, et aux autres régions et aux autres territoires peut-être, parce que ça, c'est possible. Alors ça va être renouvelé cette année, il y aura même peut-être des horaires supplémentaires, mais je n'ai pas le droit de spoiler l'histoire, mais voilà, on a obtenu enfin quelque chose, une écoute. Donc c'est aussi avec l'aide des territoires et des services concentrés qui nous ont aidés, enfin et soutenus sur ces questions-là. Et justement, on vient de sortir un petit guide à destination des organisateurs de festivals pour comment vous pouvez éventuellement avancer avec vos territoires sur ces questions de train, en tout cas. Donc voilà, on n'est pas complètement désespéré, mais on avance, quoi. C'était impossible et vous l'avez fait. Quand même, voilà. Oui, pour finir, c'est sûr qu'il y a des sujets qui ont besoin de coopération plus que d'autres, et je pense que la mobilité, ce que tu dis, c'est vraiment ça. On a beaucoup entendu de ta part, mais comme de centaines d'autres festivals, on a mis en place, je disais, des plateformes de covoiturage, des navettes, on a tout essayé et ça marche pas. Et aujourd'hui, je dirais, et dans les années qui viennent, notre rôle, c'est vraiment de dire, on va se saisir de ces enjeux collectivement, là où avant, chacun galérait un peu tout seul de son côté. Et parce que aussi il y a des réseaux qui se structurent comme les nôtres, voilà, des réseaux à différentes échelles, à des échelons départementaux ou quoi, et de dire on a besoin des collectivités, on a besoin de mettre autour de la table différents acteurs, et dans les années qui viennent, pour moi, c'est ça les chantiers qui nous attendent, c'est de pouvoir faire coopérer les différents acteurs qui vont réussir à débloquer les freins qu'on a encore. Parce qu'aujourd'hui, ces questions-là, ça fait longtemps qu'on le sait. Et pourtant, aujourd'hui, on n'est pas plus avancé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça y est, en 2025, tous les festivals ne sont pas déjà éco-responsables depuis longtemps? C'est qu'il y a des freins. C'est possible de les lever, mais il faut mettre différents acteurs autour de la table et réussir à travailler ensemble. Donc, pour moi, ça va être vraiment notre gros enjeu à nous, structure d'accompagnement, de faire ce travail-là. Peut-être juste s'il y a le slide sur Festival en mouvement, c'est aussi notre rôle de pouvoir créer des outils collectifs qu'on va mettre à disposition du plus grand nombre en disant peut-être plutôt que d'essayer que chacun mobilise ses publics, et c'est difficile. Donc là, c'est l'exemple de ce projet Festival en mouvement où on a 50 festivals qui est porté par le réseau R2D2 que j'ai présenté. Il y a 50 festivals en France qui expérimentent ensemble des projets autour de la mobilité, du vélo, des transports en commun, et qui ont fait une campagne de communication. Aujourd'hui, elle est ouverte à tout le monde, donc tout le monde peut la télécharger ici. Et le but, c'est de sensibiliser les publics pour pouvoir amener à des nouvelles formes de
de modalités de transport. Voilà, donc on va mettre à disposition de tous des outils qu'on a créés au sein de groupes de travail, voilà, comme l'ont fait dans le projet Déclic. Voilà, ils ont travaillé avec un petit groupe d'événements ou d'acteurs culturels pour ensuite mettre des outils à disposition du plus grand nombre pour que ça aille plus loin. Voilà. La limite de la coopération, ce que tu dis, c'est le temps. C'est qu'en fait, de travailler à plusieurs, c'est long. Ça se met en place sur de nombreuses années. Il faut qu'il y ait des pilotes. Votre collectif de festival DPO, je pense que ça va être tout ça l'enjeu de réussir à ce que chacun consacre du temps au départ pour un projet qui met du temps à se concrétiser et on va pas en voir les effets tout de suite sur son festival et pourtant vous y croyez et je le vois bien et c'est pour ça voilà mais et qu'il y ait des pilotes et de ça. Donc ça c'est vrai que c'est l'équilibre à trouver et on le voit, plein de festivals nous disent ça y est on est perdu, on sait plus si on est dans tel projet, on a l'impression que voilà, il faut pas qu'on s'éparpille pour autant. Et pour autant, c'est comme ça qu'on va réussir à avancer parce que on fait avec les autres. Voilà. Donc c'est vrai que c'est en même temps pour moi le fondement qui va permettre d'aller plus loin. Et c'est pas simple. Mais juste un mot, c'est vrai que le collectif ECO qui est issu comme ça de ce DLA, ça c'est très important parce qu'effectivement dans un premier temps c'est peut-être des mails qui arrivent et tout d'un coup on se dit mais je suis d'accord avec toi dans un temps plus long c'est cette mutualisation, c'est cette conscience commune donc avec plusieurs c'est des associations hein, c'est Visa pour l'image à Perpignan, c'est court-métrage 66, un festival de court-métrage, enfin il y a toutes sortes, je vais pas toutes les citer. Nous sommes nombreux, une dizaine, et c'est sans doute avec ça qu'on va réussir à aller plus loin sans se déséquilibrer. Mais en effet, dans un premier temps, c'est un peu flippant, mais on va y arriver. Merci à tous les quatre pour vos témoignages particulièrement inspirants et j'espère qui auront beaucoup appris à la salle. Alors je suis désolé mais on va malheureusement pas pouvoir vous donner la parole. On vous l'a donné avant et vous avez pas saisi votre chance donc et on voulait profiter nous de parler de ce qu'on va faire nous et de nous notre vision prospective au niveau des services de l'État. Donc je vais être à court simplement pour rappeler qu'on est actuellement dans une démarche de réalisation d'un référentiel pour les festivals. Donc on compile une trentaine de bilans carbone pour essayer de voir de notre côté nous quels sont les problèmes systémiques et quelles sont les politiques publiques qu'on peut mettre en face de ces problèmes systémiques. Donc toujours dans l'idée d'avoir une action concertée et collective. Donc ça c'est un premier point. On vous l'a dit, on met en place le CACT. Je vais pas m'apesantir là-dessus au risque de trop se répéter. On a mis en place des aides transversales pour la transformation écologique. Je vous invite très vivement à solliciter vos DRAC pour vous saisir de ces aides-là qui vous sont accessibles et qui ont été, je crois, trop peu sollicitées l'année dernière. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à mobiliser ces aides-là puisqu'il y en a. Et je pense qu'on peut s'en féliciter. Et vous dire peut-être un dernier mot et au risque d'être un peu plombant, je m'en excuse. Vous dire qu'on a bien pris la mesure des impacts des aléas climatiques sur les festivals. Je vous rappelle simplement les données là qui nous viennent du baromètre des festivals 2024. C'est un festival sur 3 dans la musique qui est affecté par les aléas climatiques et donc qui rencontre peu ou beaucoup de difficultés d'organisation face à ces aléas climatiques là. C'est 1/10 des festivals de spectacle vivant et c'est une des premières causes de difficultés après les difficultés financières. Donc c'est important. On est actuellement dans une démarche de collective, de groupe de travail qui réfléchit sur l'avenir des festivals. Donc on est ensemble, État, opérateurs, syndicats, fédérations, collectivités, sur les questions bien sûr économiques qui vous occupent et qui nous occupent aussi. Mais on est aussi dans cette concertation-là sur un travail autour de l'adaptation au changement climatique, de regarder quelles sont les mesures d'adaptation spécifiques qui sont mises en place. Est-ce que nos cadres d'action sont suffisants? Comment est-ce qu'on peut adapter les politiques RH face à ces questions-là? Donc
tout ça est mis au travail, et vous dire aussi que on a eu une attention particulière pour les festivals au sein du plan national pour l'adaptation au changement climatique, qui est une de nos grandes stratégies de transformation écologique au niveau du gouvernement. Donc le plan est sorti il y a 3 jours, donc je vous en veux pas si vous l'avez pas lu dans le détail. Je vous donne du coup les quelques mesures importantes. Pour dire qu'il y a des mesures générales qui s'appliqueront à vous et à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses que vous employez, notamment donc une mesure sur les conditions de travail face au changement climatique, donc notamment sur les aspects vagues de chaleur et la mortalité qui peut aussi malheureusement affecter les travailleurs en plein air et les travailleuses avec ces vagues de chaleur. Un travail spécifique sur le système assurantiel pour le moderniser face au changement climatique. On a vu à quel point hier c'était un enjeu, et on n'est pas sûr à long terme d'assurer l'assurabilité de nos festivals. Et enfin un travail spécifique, et on est très content que ça a pu apparaître à l'intérieur de ce plan, qui est pas un plan spécifique pour la culture mais qui est un plan pour l'ensemble de l'économie et de la France en général, donc une mesure spécifique sur l'adaptation du tourisme culturel, et donc à l'intérieur de tourisme culturel, nous côté DGCA, on entend bien sûr défendre les festivals, et donc de voir comment est-ce que dans le long voire le très long terme, sachant que l'adaptation on voit à horizon 2050 et pour une augmentation des températures à plus ou moins 4 degrés, de voir quelles sont les conséquences de cette augmentation importante, puisque c'est une moyenne, 4 degrés. Quel est l'impact de cette augmentation à très long terme sur les festivals, pour être sûr que nous ayons encore des festivals en 2050 et qu'ils se déroulent dans d'aussi bonnes conditions qu'aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que c'était pas trop dur pour la fin. Merci en tout cas pour votre écoute, merci encore d'avoir été parmi nous et d'avoir partagé tous vos témoignages.